Vous voyez ce bâtiment? C'est la cour de justice du comté de Saline, dans l'état du Nebraska aux États-Unis. Ce 18 juin 2019, elle se réunit pour juger un homme de 52 ans originaire du Tennessee. Alors bon, on pourrait se dire que c'est une procédure tout à fait standard, comme il y en a plein chaque année. Sauf que non, parce que l'événement attire tous les médias nationaux qui se sont battus pour avoir leur place à cet endroit. Et il faut dire que l'accusé s'est rendu coupable de l'un des crimes les plus glaçants de ces dernières années aux États-Unis. Et aucun de ceux qui ont pris place dans la salle d'audience ne sont prêts d'oublier ce procès qui va prendre un tournant effroyable 5 jours plus tard. Mais qui est vraiment cet homme ? Et quel genre de crime a-t-il bien pu commettre pour marquer à ce point les esprits ? C'est exactement ce que je vais vous raconter aujourd'hui. Bonjour à toutes et à tous, je suis le Cogiteur, bienvenue pour cette nouvelle enquête criminelle et âme sensible s'abstenir très clairement. Et si jamais vous avez oublié de le faire, vous pouvez vous abonner, liker la vidéo, etc. Ça m'aide beaucoup, merci à vous. Aubrey Clifton Trail vient au monde le 7 septembre 1966 dans le Tennessee. À cette époque, l'État commence enfin à sortir de l'extrême pauvreté qui l'engluait depuis la fin de la guerre de sécession. Mais c'est un processus long et fastidieux. Et en France, on a visiblement un gouvernement qui a envie de nous faire vivre l'expérience. La précarité persiste tant dans les régions rurales que dans les villes. Et elle n'épargne pas non plus les parents d'Aubrey, qui font partie des classes sociales les plus pauvres. Des conditions difficiles auxquelles la plupart des familles tentent de faire face en restant unies et soudées. Mais pas celle du petit garçon. Il est tellement maltraité par sa mère et son beau-père qu'à l'âge de 2 ans, sa garde leur est retirée au profit de ses grands-parents. Malheureusement, ceux-ci ne semblent pas mieux s'y prendre. Bien au contraire. Après un court passage chez eux, Aubrey se voit donc renvoyé chez sa mère biologique, où il redevient de nouveau le punching ball de son beau-père. Négligé, battu quotidiennement, cet enfant qui devrait être en train de se construire une identité saine et solide, dans un cadre protecteur, va donc commencer à vivre au rythme des placements en foyer, de famille d'accueil en famille d'accueil, pour finalement atterrir dans plusieurs internats pour mineurs délinquants. L'année de ses 17 ans marque son tout premier passage en prison pour vol à main armée. La délinquance, les cambriolages, la misère et la criminalité, c'est tout ce qu'Aubrey connaît lorsqu'il entame son passage à la vie adulte. Pour lui, le choix de poursuivre dans cette voie se fait donc tout naturellement. De nombreuses autres condamnations, ponctuées de sorties conditionnelles, jalonnent ainsi la majeure partie de sa vie. Sauf qu'au lieu de saisir chaque nouvelle sortie de prison comme une opportunité de se reprendre en main, il multiplie les escroqueries en tout genre. Car ce n'est pas seulement pour subvenir à ses besoins élémentaires qu'il cherche à gagner toujours plus d'argent. En fait, c'est un homme obsédé par le sexe. Eh ben tiens, comme par hasard dans une affaire criminelle. À l'approche de la cinquantaine, il n'a d'ailleurs pas perdu son attrait pour les femmes. Et plus précisément, les très jeunes femmes. Mais pour que celles-ci acceptent d'accorder leur faveur à un homme qui pourrait être leur père, il n'existe pas 36 000 solutions. Et il faut payer. Et on n'est pas en train de parler de régler la note après un rencard au McDo du coin. Même si c'est devenu vachement cher, je vous l'accorde. Enfin, il y a encore une marge. Enfin, j'imagine. Ce que cherchent la plupart de ces filles, ce sont des hommes capables de les entretenir sur le long terme, de leur offrir des cadeaux coûteux, de payer leurs études, leurs prêts, et tout ce dont elles ont envie ou besoin. Ce que l'on nomme plus communément des sugar daddy. Pour en devenir un, Aubrey monte une affaire crapuleuse de revente d'antiquités. Des objets extrêmement recherchés par les collectionneurs et qui peuvent se vendre à prix d'or. D'accord, mais comment se procurer de tels objets ? En les volant, bien sûr. Hors de question pour l'escroc de mettre la main au portefeuille et de suivre le chemin de la légalité. Voilà comment il parvient à amasser suffisamment pour être enfin capable d'entretenir une première jeune fille. Bailey Boswell, celle qui deviendra bientôt la complice de toutes ses déviances, mais aussi du pire des crimes. Mais ne mettons pas la charrue avant les bœufs. Bailey connaît elle aussi un parcours de vie extrêmement difficile. Alors qu'elle n'est encore qu'un nourrisson, son père est brutalement assassiné lors d'une fusillade liée au trafic de drogue. Elle est ensuite élevée par son père adoptif, qui lui procure l'affection dont elle manquait et lui offre les meilleures chances de réussite. Ce seront les plus belles années de sa vie. Bonne élève, elle se révèle être une athlète d'exception au lycée, en performant dans son équipe de basketball. Ses talents de sportive lui permettent même l'obtention d'une bourse d'études pour jouer à l'université. Malheureusement, très peu de temps après l'obtention de son diplôme universitaire,
Elle est victime d'une terrible agression sexuelle de laquelle elle ne se remettra jamais réellement. Bailey ne trouve alors pas d'autre façon pour surmonter ce traumatisme que de commencer à prendre différentes drogues, jusqu'à sombrer dans la toxicomanie. L'avenir brillant et prometteur qui lui ouvrait les bras s'évapore en un claquement de doigts. Mais sa situation se dégrade encore plus lorsqu'elle se met en couple avec un certain Freddy Panel, un jeune homme qui, tout comme elle, est complètement accro aux stupéfiants. La relation est malsaine et profondément toxique. Elle prend un tournant encore plus dangereux lorsque Freddy commence à se montrer violent physiquement et verbalement envers sa petite amie. Même lorsqu'elle tombe enceinte, les coups de pied au ventre et au visage, les insultes mais aussi les abus sexuels continuent sans interruption. Ils ne verront leur petite fille que très peu de temps, car les services sociaux leur retirent la garde, ne pouvant évidemment laisser grandir un enfant dans un foyer où la violence est quotidienne et où les seringues jonchent la table basse. Suite à cela, Bailey rompt avec son petit ami abusif et décide de reprendre sa vie de zéro. Seulement, c'est pas évident à réaliser lorsqu'on n'a pas un sou en poche. Car après avoir dépensé tout ce qu'elle avait dans toutes sortes de drogues, la jeune femme se retrouve complètement désœuvrée. C'est alors qu'il lui vient une idée, plus ou moins judicieuse selon les points de vue, se dégoter un sugar daddy. C'est ainsi qu'elle se crée un profil sur le site internet Backpage, un site qui a aujourd'hui disparu mais qui était semblable à notre Le Bon Coin national, avec tout de même une particularité. Il contenait une section de rencontres pour adultes. Et c'est fini ? Y a plus ? Avant qu'elle ne le conduise à sa fermeture définitive, cette partie du site permettait notamment de rentrer en contact avec des masseuses érotiques, des fétichistes, des services d'escorte, et bien sûr des sugar daddy tels qu'Aubrey Trail. Il a 51 ans, elle, à peine 22. Et si au départ il est effectivement seulement question d'argent et de faveurs sexuelles, il va très vite faire à Bailey la plus improbable des révélations. Le quinquagénaire, très intéressé par le profil de la jolie jeune femme, lui promet de lui verser 200 $ de rente par semaine, mais aussi de payer son loyer, ses études, sa voiture, ses factures de téléphone, ses courses, ses skins Fortnite, enfin bref, tous ses besoins habituels. Pour Bailey, c'est synonyme d'une vie facile, et sans le moindre stress financier. En échange, elle doit se rendre sexuellement disponible et jurer d'être loyale et totalement dévouée à Aubrey. Ça, c'est le contrat habituel. Mais dans leur cas, c'est loin de s'arrêter là, car ce genre d'accord vaut pour les humains, mais pas pour les vampires. Oui, vous avez bien entendu, Aubrey Trail prétend être un vampire âgé de 1000 ans, doté de pouvoirs surnaturels, tels que celui de lire dans les pensées ou encore de pouvoir voler dans les airs. Et s'il en avait fait la démonstration, je serais pas en train de faire cette vidéo. Il souhaite aussi créer une armée de sorcières pour œuvrer à ses côtés. Et par là, j'entends organiser des orgies sexuelles et commettre des meurtres. Oui, c'est un peu spécial, je suis d'accord. Bailey croit-elle à ces histoires de sorcellerie et de monstres suceurs de sang ? Sans doute. Loin de la faire fuir à toutes jambes, ce que nous aurions probablement tous fait, elle accepte les termes du contrat et s'engage non seulement à lui offrir ses faveurs, mais aussi à recruter de nouvelles filles en tant que sorcières. L'arnaqueur professionnel pense qu'en devenant le gourou de sa propre secte, il va pouvoir engranger beaucoup plus d'argent, tout en ayant des dizaines de jeunes filles à disposition. Et le pire, c'est que ça va marcher encore mieux que ce qu'il l'avait espéré. Pour commencer, Bailey est priée d'aider son sugar daddy, / vampire, à orchestrer de nouvelles arnaques. Voler dans les airs et lire dans les pensées, c'est bien joli, mais ça n'a pas l'air d'être utile quand il s'agit de se remplir les poches. Tous deux vont donc entreprendre d'escroquer un couple de collectionneurs originaires du Kansas, en leur faisant croire notamment qu'ils gagneraient un beau bénéfice s'ils investissaient dans une pièce de monnaie en or particulièrement rare. Sous un nom d'emprunt et en s'inventant un rôle d'expert en pièces rares, Aubrey les a persuadés de leur remettre l'équivalent de 400 000 $ en liquide et en lingots d'or afin qu'ils puissent acheter la pièce en question. Le but final était de la revendre pour près d'1 million de dollars, ce qui aurait permis au couple de récupérer son argent accompagné d'un bénéfice non négligeable. Évidemment, la transaction ne s'est pas faite aussi simplement que ça. L'arnaque s'est déroulée sur plusieurs mois, pendant lesquels Bailey, la jeune recrue d'Aubrey, créait de faux sites internet ainsi que de faux documents officiels pour tromper la vigilance de leurs victimes. Cette histoire de fraude extrêmement bien ficelée n'est certainement pas la première montée par Aubrey. Sauf que c'est sans aucun doute la plus juteuse. Et c'est pour ça qu'elle est si importante dans notre histoire. C'est cette énorme somme d'argent volée qui va permettre à Aubrey et Bailey de recruter les premières adeptes de leur secte. Nommée officiellement
Reine sorcière par son maître vampirique, Bailey se voit donc confier la mission d'attirer d'autres jeunes femmes dans leur cercle privé. Son objectif est d'entourer Aubrey d'au moins 12 sorcières totalement soumises à sa volonté. Mais comment attirer toutes ces jeunes femmes sans qu'elles ne fuient à la première minute ? Grâce à l'argent. Tout comme il l'a fait avec Bailey, Aubrey a la certitude que ses moyens financiers lui permettent de tout acheter. Il ordonne donc à sa favorite de poster son profil sur Tinder, afin de sélectionner ses futures proies. De préférence vulnérables et influençables. Elle parvient facilement à ses fins en prétendant être seulement attirée par les femmes, et en enchaînant des rendez-vous amoureux avec plusieurs prétendantes. Dès que le contact est noué, qu'une relative confiance s'est installée et qu'Aubrey et elle jugent que leur cible peut être facilement manipulée, celle-ci est présentée au chef de la secte qui lui fait part de sa nature surnaturelle, et donc du pouvoir qu'il peut à présent exercer sur elle. Et oui, Aubrey sait qu'à partir du moment où il referme ses griffes sur elle, les filles sont prises au piège. Aucune d'entre elles n'a envie de le contrarier. Parce que toutes croient dur comme fer à cette histoire du roi vampire et de ses sorcières dévouées. Ça peut paraître dur à comprendre et pourtant elles sont véritablement persuadées que leur gourou est un être éternel doté de dangereux pouvoirs. Dans un contexte de domination, cela devient même parfaitement crédible. C'est précisément pour ça qu'Aubrey et Bailey ciblent des femmes en situation précaire ou en pleine détresse. En combinant à la fois la manipulation mentale et la promesse d'une protection rassurante sur les plans financiers et affectifs, ils parviennent ainsi à recruter une 12aine d'adeptes entre 2016 et 2017. Et bien qu'elles soient entretenues financièrement par Aubrey, les filles ont intérêt à respecter les règles que celui-ci a établies au sein de sa secte. L'une d'entre elles les oblige notamment à se promener entièrement nues dans l'appartement du couple, situé à Wilbur. En plus, chacune est priée de signer un contrat d'obéissance dès son arrivée dans le groupe. Bon, ça, à la limite, ça existe partout. En France, on appelle ça le contrat de travail. Même si en réalité, c'est un poil différent dans leur cas. Elles acceptent de ce fait de se placer sous le contrôle entier et total de leur chef. Ce qui inclut une surveillance quotidienne, des fouilles systématiques de leur téléphone portable, mais aussi, et surtout, une totale soumission sur le plan sexuel. Aubrey et Bailey demandent aussi aux filles de les appeler respectivement papa et maman. Des orgies ont lieu quotidiennement selon le bon vouloir exclusif du gourou, pendant lesquels il décide soit d'observer, soit de participer. Mais ça ne suffit pas aux yeux du quinquagénaire, obsédé par ses rêveries surnaturelles. Il souhaite que ces sorcières dévouées gagnent en puissance et obtiennent de nouveaux pouvoirs. Et il ne suffit pas d'allumer 2 ou 3 bougies et de lancer un rituel en langage codé pour y parvenir. Non, le seul et unique moyen consiste à torturer quelqu'un pendant le plus longtemps possible, puis aspirer son dernier souffle de vie juste avant qu'il ne meure. D'ailleurs, lui-même affirme avoir tué déjà plusieurs femmes de cette manière. Et ce n'est pas une pratique que le vampire connaît depuis des millénaires, mais bien une idée saugrenue qui est venue à l'esprit de Bailey après avoir lu le livre Dr. Sleep de Stephen King. Dans ce roman publié 4 ans plus tôt, un groupe d'entités immortelles se nourrissent de Steam, autrement dit un souffle mystique libéré par une victime au moment de sa mort. Et détail intéressant, plus la mort est douloureuse, plus ce Steam est puissant. Depuis que le lien s'est établi dans les esprits malsains d'Aubrey et Bailey, ils rêvent de soumettre une victime à la torture, en lui arrachant les ongles et les paupières. Une volonté tenace dont ils parlent ouvertement et très régulièrement à leurs fidèles, les incitant à le faire elles-mêmes, en se choisissant une proie. Seulement, les fidèles ne peuvent se résoudre à commettre un meurtre de sang-froid, ni même à faire souffrir qui que ce soit. Les orgies, ok, mais ça, non. D'ailleurs, la plupart d'entre elles quittent la secte à partir de ce moment-là, malgré les menaces de mort émises par Aubrey à leur encontre. Le groupe se retrouve disloqué. Et mis à part 1 ou 2 filles qui continuent de le fréquenter de temps à autre, autant dire qu'il ne reste plus personne pour adhérer à la folie dangereuse du duo à l'esprit dérangé. Sauf que c'est pas ce petit revers qui risque de les décourager. Ils comptent bien reprendre les recrutements et réaliser enfin leur plus grand fantasme, prendre une vie. Sydney Loof, une caissière de 24 ans, employée dans un magasin de bricolage Menards de la région, est bien loin des préoccupations morbides d'Aubrey et Bailey. Elle ne se doute même pas du fait que ce genre de secte sexuelle secrète existe ici, à Lincoln, dans le Nebraska. Originaire de Broken Bow, une petite ville située à environ 3 heures de route, elle a déménagé à Lincoln, dans le cadre de son travail, il y a 4 ans de cela. C'est un emploi qu'elle aime.
Et en plus, elle apprécie beaucoup ses collègues, ainsi que la vie dynamique et les opportunités sociales qu'offre ce nouveau cadre de vie. Autre point positif, elle partage son appartement avec son frère et sa sœur, tout en conservant un contact étroit avec ses parents à Broken Bow. Amoureuse des animaux, de la nature et de la pêche, mais aussi foncièrement généreuse, Sydney n'hésite jamais à tendre la main à quelqu'un qui se trouve dans le besoin. Bien que sa situation personnelle ne soit pas toujours des plus simples, cet altruisme lui vaut l'admiration de ses amis. Il ne faut pas non plus oublier Mimsy, son chat adoré auprès de qui elle passe ses plus belles soirées télé. En somme, c'est une jeune femme en pleine force de l'âge, intelligente et aimée par beaucoup, et qui semble tout avoir pour être heureuse. Mais ça ne l'empêche pas d'avoir à affronter l'une des épreuves les plus difficiles de sa vie, la dépression. Les premiers symptômes de ce mal-être profond qui ronge les os et le cœur sont apparus lorsqu'elle a dû arrêter le basketball à l'adolescence, sport dans lequel elle excellait, à cause d'une importante scoliose. Suite à ça, elle a tout de même obtenu son diplôme et même décroché ce job qui lui plaît tant dans la chaîne de magasins Menards. Mais ces derniers jours, Sydney sent bien que sa santé mentale se détériore à vue d'œil. Elle est de plus en plus triste, morose, presque éteinte. Elle se confie même auprès de ses parents qui, inquiets, prennent tout de suite rendez-vous chez un spécialiste. La jeune femme rentre chez elle avec une ordonnance pour des antidépresseurs. Au fond d'elle, même si elle ne comprend pas toujours ces sentiments sombres qui la submergent, elle espère enfin que les choses vont changer. Car ce qui est sûr, c'est que Sydney souhaite plus que tout s'en sortir. Et pour ne jamais oublier que la vie peut parfois réserver les plus belles surprises, elle s'est fait tatouer cette phrase symbolique sur l'avant-bras. Un jour, tout sera merveilleux. Pleine de volonté, d'optimisme et de conviction, elle commence par s'attaquer à ce qui lui pèse le plus à l'heure actuelle, la solitude. Car bien qu'elle soit très entourée tant par sa famille que par ses amis, elle souffre depuis longtemps de son célibat. Elle rêve comme une petite fille de trouver enfin sa moitié, son âme sœur, celle avec qui elle traversera toutes les épreuves de la vie et aux côtés de qui elle se verra vieillir. Et en disant « elle », je parle effectivement d'une femme. Effectivement, du plus loin qu'elle se souvienne, Sydney n'a jamais vraiment ressenti d'attirance envers les garçons. Elle s'inscrit donc sur l'application Tinder, dans l'espoir de rencontrer une jolie jeune fille qui fera chavirer son cœur. Vous voyez la suite arriver, hein? Eh oui, Tinder est depuis le départ le terrain de jeu favori de Bailey Boswell, la reine sorcière chargée du recrutement pour la secte créée par son maître vampire, Aubrey Trail. Justement, depuis qu'ils ont été abandonnés par la majorité de leurs disciples, le duo s'est remis activement à la recherche d'une nouvelle proie à ferrer, et Sydney remplit tous les critères de sélection. Belle, jeune, en recherche d'amour, mais surtout fragile sur les plans psychologiques et affectifs. Cet aspect de sa personnalité, Bailey le cerne dès leurs premiers échanges via l'application. La jolie blonde se confie rapidement sur son besoin d'être aimée, et sur ce sentiment de profonde solitude qui la fait tant souffrir. Et c'est ce qui va convaincre Bailey qu'elle vient de mettre la main sur la proie idéale. Elle en parle d'ailleurs à son complice, qui acquiesce en signe d'approbation. Sydney sera la prochaine. Commence alors le minutieux manège de séduction, totalement biaisé, mais qui fait partie intégrante de la stratégie mise au point par Aubrey et Bailey. Leur future victime, elle, est malheureusement loin de se douter de la terrible machination qui se met en place dans son dos. Tout à son bonheur d'avoir enfin fait une rencontre, elle passe ses journées à rêvasser d'une histoire d'amour idéale, en attendant fébrilement le prochain message de celle qui lui donne déjà des papillons dans le ventre. Les deux jeunes femmes s'entendent merveilleusement bien. Après plusieurs échanges prometteurs, les filles décident de se rencontrer pour la toute première fois. Pour Sydney, ce premier rendez-vous est synonyme d'excitation et de joie, mais aussi d'appréhension. Elle espère plus que tout que ce jour marque le départ d'une très belle histoire et la fin de ce sentiment acide de solitude omniprésente. Pour Bailey, en revanche, les enjeux sont tout autres. Cette manipulatrice hors pair ne peut laisser s'échapper une proie si parfaite, celle sur qui, secrètement, Aubrey et elle rêvent d'assouvir les plus glauques de leurs fantasmes. Le 14 novembre 2017, Sydney et Bailey se voient en chair et en os pour la toute première fois. Elles roulent en ville pendant des heures, tout en faisant connaissance et en fumant de la marijuana, une drogue que l'une et l'autre ont déjà l'habitude de consommer. Le courant passe tout de suite entre les filles. Et la soirée se déroule d'ailleurs si bien que la caissière de 24 ans s'empresse de tout raconter à Brooklyn, sa meilleure amie, lorsqu'elle rentre chez elle. Elle lui envoie même une capture d'écran du profil de sa nouvelle conquête, en lui répétant à quel point elle la trouve craquante. Elle a clairement des étoiles dans les yeux, et le cœur qui bat un peu plus fort en parlant de celle qu'elle pense s'appeler Audrey. Mais alors qu'elle imagine que cette dernière est aussi en train de se repasser leur soirée en boucle, Bailey se contente de faire son rapport quotidien auprès de celui qui tire réellement les ficelles,
Aubry. Le plan avance vite et bien, si bien même qu'il n'est plus nécessaire d'attendre plus longtemps avant de passer à l'étape suivante. Dès le lendemain, Sydney reçoit un nouveau message de Bailey, alors qu'elle est en pause déjeuner à son travail. Toujours sous couvert de sa fausse identité, celle-ci lui propose de remettre le couvert le soir venu. La réponse ne se fait pas attendre. C'est un grand oui. La jolie blonde sent son cœur bondir d'enthousiasme. Mais ce qu'elle ignore, c'est que ce message vient d'être envoyé à quelques mètres seulement d'elle, depuis une voiture garée sur le parking du magasin. À l'intérieur de celle-ci se trouve Bailey ainsi qu'Aubry. Ce 15 novembre à 19h, après sa journée de travail, Sydney reçoit un autre message de la part de sa prétendante. Un texto, pour la prévenir qu'elle est arrivée devant son domicile et qu'elle l'attend dans la voiture. Ce sera le dernier message échangé entre les jeunes filles. Pour une bonne raison, à partir de cet instant, Sydney disparaît purement et simplement. Les premiers à s'inquiéter de cette absence sont les collègues de la jeune femme. En effet, elle ne se rend pas au travail le 16 novembre, le lendemain de son dernier rendez-vous avec Bailey. Plus inquiétant encore, Sydney ne répond plus aux appels ni aux SMS de ses amis, ni à ceux de sa mère, dont elle est pourtant particulièrement proche. La dernière fois qu'ils ont eu de ses nouvelles, elle s'apprêtait à rejoindre cette fille rencontrée sur Tinder, une certaine Audrey, dont finalement ils ne savent pas grand-chose. Enthousiasmée à l'idée de passer une nouvelle soirée en sa compagnie, elle avait même posté une photo d'elle sur Snapchat, juste avant de partir, écrivant en légende « Prête pour mon date ». Mais depuis, plus rien. C'est comme si elle n'était jamais rentrée chez elle. L'inquiétude se propage tout de suite chez ses proches et sa famille. Le même jour, sa disparition est déclarée à la police, qui prend elle aussi cette affaire avec beaucoup de sérieux, en lançant un premier appel à témoins. En se répandant comme une traînée de poudre, la nouvelle ébranle bientôt la ville tout entière. Où est passé Sydney? On tente de récupérer ses données auprès de son opérateur de téléphonie mobile. Mais le portable a cessé d'émettre, ce qui signifie qu'il peut être déchargé, éteint intentionnellement, ou même cassé. Sauf que juste avant de se couper, il a borné une dernière fois la veille à Wilbur, à environ 40 minutes de route de Lincoln, soit très peu de temps, si l'on en croit les amis de Sydney, après qu'elle a quitté son domicile en compagnie de celle avec qui elle avait un rendez-vous amoureux. Dans le même temps, plusieurs agents des forces de l'ordre se rendent chez la jeune femme pour tenter de trouver des réponses ou des pistes à explorer. Ils ont été prévenus par sa mère qu'elle se trouvait depuis quelque temps dans un profond état dépressif, ce qui ne fait que rendre le contexte de sa disparition encore plus alarmant. Son domicile semble cependant être en ordre, et rien d'exploitable pour l'enquête ou de suffisamment étrange ne tape dans l'œil des policiers. Si ce n'est ce détail. Mimsy, le chat adoré de Sydney, n'a rien à manger. L'animal a l'air un peu perdu devant ces inconnus ayant fait irruption chez lui, mais surtout complètement affamé. Malheureusement, après s'être entretenu avec la famille de la jeune femme à ce sujet, ils sont maintenant à peu près sûrs qu'elle n'a pas disparu de son plein gré et que quelque chose a dû lui arriver. À présent, toute la question est de savoir quoi, ou plutôt qui, car on ne sait toujours rien, ou presque, de cette fameuse Audrey, avec qui elle est partie en rendez-vous juste avant de disparaître des radars. En tant que dernière personne à avoir vu Sydney en vie, et au vu du silence qu'elle conserve alors que tout le monde est en train de remuer ciel et terre, la jeune femme est d'office considérée comme suspecte. Brooklyn, la meilleure amie de la disparue, est d'ailleurs elle aussi persuadée que cette fille a quelque chose à voir avec toute cette histoire. Elle ne peut pas rester à attendre sans rien faire, et c'est pour cette raison qu'elle décide de mener sa propre investigation. Une décision qui va faire gagner un temps considérable à la justice. Car oui, le soir de son premier rendez-vous, Sydney avait envoyé une capture d'écran du profil d'Audrey à Brooklyn. Elle se crée à son tour un compte sur l'application Tinder et, grâce à cette photo, parvient à retrouver la jeune femme. Même nom, même image de profil, mêmes informations dans son descriptif, il n'y a aucun doute. Il s'agit bien de la fameuse Audrey, visiblement toujours active sur le site de rencontre. Pour preuve, elle vient de matcher avec Brooklyn. C'est-à-dire que toutes les deux ont swipé sur la droite, confirmant qu'elles se plaisent mutuellement et qu'elles voudraient en savoir davantage sur l'autre. Une fois ce match établi, la discussion peut alors s'engager via la messagerie de l'application. Le cœur battant et les mains moites, la meilleure amie de Sydney commence à taper quelques mots dans la barre de dialogue en faisant semblant d'être sincèrement à la recherche de l'amour. Mais ce qu'elle vise, c'est le numéro de téléphone de celle qu'elle est en train d'amadouer. Un renseignement précieux qu'elle pourrait par la suite communiquer à la police. Elle le sait, cette fille est la dernière personne à avoir aperçu son amie en vie. La dernière à avoir passé un moment avec elle et à lui avoir parlé.
Elle est forcément informée de quelque chose. L'appel à témoins est passé dans tous les médias. Alors pourquoi ne s'est-elle pas manifestée? Si elle a simplement ramené Sydney chez elle après leur soirée, pourquoi ne pas être allée témoigner au poste de police? Elle aurait pu voir ou entendre quelque chose susceptible de leur fournir des réponses. Or, depuis plusieurs jours, elle semble plutôt se cacher. Pourtant, ce mutisme ne l'empêche pas d'être toujours aussi présente sur Tinder, prête à faire de nouvelles rencontres. Enfin, Brooklyn parvient à tromper la vigilance d'Audrey en jouant à fond la carte de la séduction. Les numéros de téléphone portable s'affichent dans le fil de la discussion. La meilleure amie de Sydney s'arme aussitôt d'un bout de papier et d'un crayon, recopie avec précaution les chiffres qu'elle a sous les yeux et les communique immédiatement à l'inspecteur en charge de l'affaire. À ce stade, la mobilisation a déjà gagné tous les journaux télévisés de la région et tous ont encore bon espoir de retrouver la jeune fille en vie. Il est donc essentiel d'agir vite. Grâce à cette nouvelle donnée, les enquêteurs sont à présent en mesure de géolocaliser la propriétaire du téléphone, mais aussi de l'identifier formellement. Et là, surprise, il ne s'agit plus d'Audrey, mais d'une certaine Bailey Boswell, que l'adresse IP relie à un homme plus âgé, Aubrey Trail. En plus, le dernier signal GPS de la principale suspecte la place dans le quartier résidentiel de Wilbur, la nuit du 15 novembre. À l'endroit exact où avait aussi borné le téléphone de Sydney, juste avant de s'éteindre définitivement. Les forces de l'ordre se rendent à l'adresse qu'ils viennent d'obtenir, et qui n'est autre que l'appartement où vivent Aubrey et Bailey. Mais comme ils s'en doutaient déjà, personne n'est là pour les accueillir. En revanche, Alan et Jennifer Cole, les propriétaires du logement qui vivent dans le duplex situé au-dessus du domicile du couple, sont bien présents chez eux. Et ils ont très envie de confier quelques informations aux policiers au sujet des événements plus qu'étranges de ces derniers jours. Les Cole racontent tout d'abord avoir entendu une forte agitation chez leur locataire du dessous. Mais pas n'importe quand. Précisément le soir de la disparition de Sydney. Simplement, c'est Dayton, leur fils, qui fait la déclaration la plus inquiétante. Peu après que les bruits se soient tus, alors qu'il se trouvait dans sa chambre, il a commencé à sentir une très forte odeur chimique envahir la pièce, puis toute la maison. Une odeur chlorée et piquante, semblable à de l'eau de Javel. L'air était tellement irrespirable et saturé de ce produit que la mère de famille, Jennifer, précise que cela lui a provoqué des plaques d'urticaire et des vomissements. Après ça, les Cole ont la surprise de constater que Bailey et Aubrey enclenchent leur climatisation pendant 3 jours de suite. La température est si froide que du givre se forme même sur les grilles d'aération communes aux 2 appartements, ce qui finit par obliger Alan, le père, à intervenir pour arrêter l'appareil. Un comportement qui porte d'autant plus à confusion qu'à cette période de l'année, c'est-à-dire en plein mois de novembre, les températures à Wilbur oscillent très souvent autour des -2 degrés. En général, on aurait donc plutôt tendance à mettre le chauffage en route, à moins de tenir le premier rôle dans la Reine des Neiges. Bon, à ce niveau, il y a des red flags, des signaux d'alarme, des alertes qui sonnent à tous les étages chez les policiers. On peut être bizarre, mais pas bizarre à ce point. Toutes ces incohérences ne rassurent pas vraiment les policiers. Même s'ils ne veulent pas perdre espoir, ils ne savent que trop bien à quoi ont pu servir ces litres de Javel et cette climatisation. À masquer les traces d'un meurtre. Mais du côté de la famille de Sydney, on s'interdit encore de penser au pire. Le plus important étant de reconstituer le puzzle le plus rapidement possible afin de la retrouver. Les investigations se poursuivent donc à l'intérieur de l'appartement des 2 suspects. Effectivement, le témoignage des propriétaires et de leur fils est suffisamment alarmant pour qu'un mandat de perquisition leur soit accordé afin d'inspecter le logement fermé à clé. Les policiers ne savent pas réellement ce qu'ils s'apprêtent à découvrir à l'intérieur. Mais en silence, chacun redoute déjà le pire. Est-ce qu'ils vont tomber sur une scène cauchemardesque avec le corps de Sydney gisant sans vie quelque part dans un coin? Ils ont déjà eu à affronter des visions d'horreur, et ce n'est jamais une chose à laquelle ils s'habituent. Sauf que, contre toute attente, hormis cette puissante odeur de Javel qui leur saute à la gorge, l'intérieur de l'appartement semble somme toute assez normal. Il est peut-être légèrement en désordre, comme si les occupants étaient partis à la hâte, mais il n'y a ni trace de lutte, ni de cadavre. Malheureusement, le soulagement n'est que de courte durée. En arpentant les différentes pièces, les agents découvrent non seulement une grande bâche tachée de sang, mais aussi une hache, une combinaison en vinyle découpée au niveau des parties intimes, et un livre de science détaillant l'anatomie humaine. Mis bout à bout, tous ces objets évoquent bien une scène de pure horreur. Un frisson glacé parcourt l'échine des enquêteurs présents sur place, lorsque le scénario de la soirée du 15 novembre se dessine dans leurs esprits. Sydney ne serait-elle pas en réalité tombée dans le plus ignoble des pièges en pensant commencer une belle histoire d'amour? Grâce à son téléphone portable, on sait en effet avec certitude que la disparue se trouvait bien dans cet appartement le soir de sa disparition.
et qu'elle n'était pas seule. Bailey et Aubry étaient aussi présents. Et ils ont entièrement passé l'endroit à l'eau de Javel avant de prendre la poudre d'escampette, abandonnant derrière eux les preuves de l'atrocité qui a été commise ici. Malgré toute la volonté du monde, le doute n'est plus vraiment permis. Il devient à présent difficile de conserver l'espoir que la jeune femme soit toujours en vie. La disparition inquiétante est donc à présent reclassée en enquête pour homicide. Et c'est un corps que les policiers se mettent à chercher dans le secteur de cette petite ville rurale. En attendant, Aubry et Bailey sont activement recherchés par les forces de l'ordre. Les preuves matérielles ne les reliant pas encore formellement au meurtre supposé de Sydney, la justice compte sur le fait qu'ils se trouvent déjà sous le coup d'une accusation d'escroquerie. Et oui, souvenez-vous de l'affaire de la pièce d'or, qui pourrait servir de prétexte pour les garder au chaud derrière les barreaux, le temps que l'enquête se poursuive. Mais les suspects vont prendre tout le monde de court, en publiant une vidéo sur les réseaux sociaux. Filmée dans l'habitacle de sa voiture en compagnie de Bailey, Aubry prend la parole en premier, pour tenter de laver sa réputation et de se disculper en ce qui concerne la disparition de Sydney. Après s'être plaint d'être traqué comme un chien, il déclare être sincèrement désolé pour sa famille, mais insiste aussi sur le fait qu'il ne sait pas du tout où peut se trouver la jeune femme, ni être mêlé d'une façon ou d'une autre à ce qui a pu lui arriver. Le quinquagénaire assure aussi que la police de Lincoln ment lorsqu'elle dit ne jamais avoir entendu Bailey et lui dans cette affaire. Si l'on en croit ce qu'il dit, tous deux se seraient déjà rendus au poste à de nombreuses reprises pour y faire leur déposition. D'ailleurs, ils auraient même sagement attendu les forces de l'ordre chez eux pendant 4 jours. Mais personne n'étant venu les interroger, ils auraient fini par partir. Partir où? Et pour quelle raison? Ça, il ne le précise pas. Tout comme il omet de s'expliquer au sujet des litres de Javel qui ont été balancés sur les murs avant leur départ. Après tout, c'est peut-être une pratique courante à Wilbur, qui sait. Vient ensuite le tour de Bailey, qui réitère en somme ce que son comparse vient d'affirmer. Elle en profite aussi pour répondre à la question que tout le monde se pose, et qui concerne l'utilisation d'un faux nom sur Tinder. D'après elle, c'était simplement dans le souci de se faire discrète, car elle était recherchée par les autorités dans le cadre de plusieurs arnaques menées avec Aubry. Ils mettent fin à cette vidéo hallucinante en souhaitant de nouveau le meilleur à la famille de Sydney, et en espérant du fond du cœur qu'il ne soit rien arrivé à cette fille si incroyable et gentille. Ce plaidoyer, transpirant de sincérité et de détresse, touche tellement les enquêteurs qu'ils décident finalement de stopper les recherches et de laisser Aubry et Bailey libres et en paix. Mais non, bien sûr que non, je plaisante, faut pas rêver. Toujours grâce à son téléphone portable, Bailey est localisé par le FBI, impliqué dès la découverte des éléments suspects à Wilbur. Les agents font irruption dans la chambre d'hôtel de Bailey et Aubry le 30 novembre 2017 à 6h du matin. Ils se trouvent alors à Branson, dans le Missouri, à environ 650 km de leur appartement de Wilbur. Ils cherchaient visiblement à se rapprocher du Texas, où ils prévoyaient de passer la frontière mexicaine. Et tandis que désormais ils dorment en cellule, la police continue d'exploiter les données du téléphone portable de Bailey, ainsi que celui de son acolyte. Plus précisément, ils cherchent à reconstituer les mouvements des suspects entre le 15 et le 18 novembre 2017. En croisant les mouvements de leur téléphone à ces dates, c'est-à-dire 2 jours après la disparition de Sydney, on découvre que le couple s'est rendu à plusieurs reprises dans une petite zone agricole isolée, à un peu moins de 2 heures de route de leur appartement de Wilbur. Ces déplacements suspects poussent les autorités à aller effectuer des fouilles sur place le 4 décembre 2017. C'est la Nebraska State Patrol qui est missionnée pour cette tâche de la plus haute importance, son rôle étant de coordonner les actions entre les différents comtés concernés par l'affaire. En plus de ça, ils disposent d'unités spécialisées en géolocalisation et recherches aériennes. Leurs membres comptent aussi des enquêteurs particulièrement expérimentés dans le cas des crimes ruraux, comme c'est le cas pour l'inspecteur Corey Townsend, envoyé immédiatement sur place. Tandis que ses équipes ratissent les champs alentours, les rivières et les fourrés, il arpente un petit chemin de terre bordé par 2 fossés, attentif à tout ce qui l'entoure et à la moindre trace de passage. Tout à coup, un objet sombre qui brille au soleil attire son attention. De l'endroit où il se tient, l'inspecteur Townsend distingue sans peine qu'il s'agit d'un sac poubelle noir abandonné sur le bas-côté. En s'approchant pas à pas, il réalise que l'horrible et triste réalité est en train de prendre forme sous ses yeux. De ce sac plastique dépasse un bras humain, une main tendue aux doigts raides et crispés par la mort. Puis quelques lettres apparaissent, tatouées sur l'avant-bras maculé de sang. Un jour, tout sera merveilleux. Il vient de retrouver Sydney. La scène est immédiatement sécurisée pour permettre à l'équipe médico-légale d'intervenir dans les meilleures conditions.
Mais ce sac ne contient qu'une infime partie des restes de Sydney. En réalité, les morceaux démembrés de son corps ont été dispersés dans 17 sacs poubelles, éparpillés entre le chemin de terre et un champ de maïs. D'autres objets sont également découverts, jetés avec certaines parties du corps, dont des sextoys, une rallonge électrique ou encore des gants en latex maculés de sang. Cette fin de recherche est évidemment la pire imaginable pour les parents de la jeune femme et ses amis. Même si la police avait compris qu'elle ne serait probablement jamais retrouvée en vie, les circonstances particulièrement monstrueuses de son meurtre choquent et bouleversent profondément l'opinion publique. Et celle-ci souhaite à présent voir les deux responsables répondre de leurs actes. La justice possède maintenant bien assez de preuves pour notifier officiellement à Aubry et Bailey leur placement en état d'arrestation pour ces 3 faits: meurtre avec préméditation, atteinte à l'intégrité d'un cadavre et conspiration en vue de commettre un meurtre. Dans l'État du Nebraska, ces charges figurent parmi les plus graves du code pénal, ce qui signifie que tous deux risquent la peine de mort. Mais avant tout, il faut les confronter aux faits. Et cette fois-ci, ils auront bien du mal à faire croire à la police que tout le monde les accuse à tort. D'ailleurs, Aubry, le chef de la secte, ne cherche désormais plus à cacher son implication dans la mort de Sydney. Loin d'être stupide, il sait très bien que les enquêteurs disposent d'une armada de preuves contre Bailey et lui, et que leurs téléphones portables les ont de toute façon largement trahis. Il admet donc avoir rencontré la jolie blonde le soir du 15 novembre, lorsque Bailey l'a conduite à leur appartement lors de leur rendez-vous amoureux. D'après lui, il aurait eu un rapport sexuel consenti avec Sydney, durant lequel il l'aurait étranglée par accident, lors d'une sorte de jeu érotique. Et il précise même quelle était l'arme du crime: la fameuse rallonge électrique retrouvée dans l'un des sacs plastiques contenant certains de ses membres. Sauf que ces déclarations sont changeantes et complètement incohérentes, allant d'une simple relation d'un soir à l'organisation d'une orgie entre 4 filles à laquelle Sydney aurait participé, ou encore la réalisation de vidéos sadomasochistes qui auraient pris un tournant dramatique. Dans tous les cas, elle a été étranglée par accident. Et c'est bien la seule trame qui ne varie pas d'un jour à l'autre. La thèse est dure à avaler pour les policiers qui écoutent ce discours tiré par les cheveux. Dans ce cas, que viennent faire toutes les preuves matérielles retrouvées chez lui? La hache, la bâche ensanglantée, le manuel d'anatomie, et puis le démembrement. Certes, l'autopsie pratiquée sur le corps de Sydney confirme qu'elle est bien morte étranglée. Mais elle révèle aussi que la jeune femme a été rouée de coups. Et des hématomes présents sur ses poignets suggèrent fortement que quelqu'un l'a ligotée. Le moins que l'on puisse dire, c'est que la science met en lumière une histoire bien différente de celle racontée par Aubry. S'il manquait un élément aux enquêteurs pour s'assurer que l'accusé ment, il leur suffit de lire la conversation échangée entre Sydney et Bailey le soir du 15 novembre, puisque Aubry a enfin accepté de leur dire où il avait caché le portable de sa victime durant tout ce temps. Un simple message, envoyé par Sydney à Bailey, qui en dit bien plus long que tout ce que le quinquagénaire essaie de faire croire à ses auditeurs. Sydney, ce sera seulement toi et moi, hein? Bailey, bien sûr. Ces quelques mots prouvent sans l'ombre d'un doute que Sydney était persuadé de passer la soirée avec Bailey, et personne d'autre. Alors croire à une histoire d'orgie ou de relation sexuelle en compagnie d'un homme de 50 ans avec option étranglement, c'est un peu compliqué. Quoi qu'il en soit, il insiste aussi pour blanchir Bailey, en affirmant qu'elle est totalement étrangère à ce qui est arrivé ce soir-là. Et bien sûr, cette dernière confirme. Autant la libérer tout de suite alors. Le problème, c'est que les enquêteurs ont mis la main sur les images des caméras de vidéosurveillance de plusieurs magasins de bricolage. Et qu'on distingue très précisément le couple en train d'acheter plusieurs objets. Des scies à métaux, une pince coupante, des couteaux munis de lames de rechange, un cutter, une bâche de protection, de grandes quantités d'eau de javel, des sacs poubelles. Et tous ces achats ont lieu les 13 et 15 novembre 2017, soit bien avant le meurtre de Sydney. Plus glaçant encore, sur une vidéo datée du jour du meurtre et enregistrée par la caméra du magasin Menards dans lequel elle était employée, il est possible de voir Aubry croiser le chemin de sa future victime, au moment où elle sort du bâtiment. Le gourou passe tout près d'elle, puis, dans son dos, se retourne et l'observe fixement. Il est aussi aperçu en train de guetter dans sa voiture, sur le parking du supermarché. En réalité, Sydney était surveillé par son futur meurtrier depuis de longues heures, comme s'il se délectait à l'avance en imaginant quel genre de torture il lui ferait subir le soir venu. 2 ans après les faits, il est temps pour Aubry et Bailey de comparaître devant la justice pour le meurtre de Sydney. Ils sont jugés séparément, lors de 2 procès distincts. Beaucoup de questions sans réponse planent encore autour de ce crime abominable, notamment celles qui entourent les circonstances exactes de la mort de la victime.
et à laquelle l'autopsie n'a pas permis de répondre. A-t-elle été torturée, abusée sexuellement? Combien de temps a-t-elle été maintenue en vie? Pourquoi l'avoir démembrée? Aubry, qui se présente devant la cour en fauteuil roulant suite à de graves problèmes cardiaques, continue de plaider non coupable pour le chef de meurtre avec préméditation. Il soutient encore et toujours que la mort de Sidney est survenue lors d'un malencontreux accident. Un argument inutile face aux images de vidéosurveillance des magasins où Bailey et lui se sont procurés tout le matériel pour assassiner, nettoyer la scène de crime, puis cacher le corps. Mais la situation d'Aubry se complique un peu plus lorsque d'anciennes adeptes de sa secte viennent rendre témoignage à la barre. L'une d'elles révèle d'ailleurs qu'avant le crime, Aubry et Bailey avaient ciblé 2 autres victimes potentielles, sans jamais parvenir à réaliser leur projet macabre. Le chef vampire, que toutes pensaient réellement capable de super pouvoirs, aurait même emmené l'une de ses fidèles dans un magasin Walmart pour rencontrer une jeune femme avec qui Bailey avait pris contact sur Tinder. Après quoi, il lui aurait posé cette question: « Est-ce que tu veux qu'elle soit ta première ?» Sous-entendant, sa première victime. Bien entendu, les 3 anciennes sorcières de la secte sexuelle parlent toutes des arrangements financiers, des arnaques auxquelles elles devaient participer, des orgies pendant lesquelles Aubry pratiquait parfois l'étouffement, du rôle de Bailey en tant que reine des sorcières, mais aussi et surtout la fascination morbide du couple pour le meurtre et la torture. Violence, actes sexuels punitifs, manipulation mentale, abus de faiblesse, menaces de mort. Le tableau n'est pas très reluisant. Sauf que le quinquagénaire n'a pas l'intention de rester passivement assis à écouter ses traîtresses témoigner contre lui. Tandis qu'une autre fille s'apprête à monter à la barre, il fait glisser très discrètement une lame de rasoir de sa manche jusqu'à la paume de sa main. Tout à coup, il se met à hurler à plein poumon: « Je vous maudis tous, Bailey est innocente !» et se tranche la gorge. L'accusé est rapidement évacué par les services de secours. Mais manque de chance, il se remet très vite de ses blessures, finalement superficielles. À son retour en salle d'audience quelques jours plus tard, il tient à prononcer un discours qui va définitivement faire basculer le cours du procès. Effectivement, alors qu'il avait toujours nié avoir tué Sidney volontairement, Aubry lit une déclaration écrite de sa main dans laquelle il admet avoir menti pour s'éviter la peine de mort. Et voici selon lui la véritable histoire du 15 novembre 2017. Bailey, qui servait de rabatteuse, avait bien caché ses véritables intentions à sa nouvelle proie. Lors de cet ultime rendez-vous, elle emmène la jeune femme dans l'appartement qu'elle partage avec Aubry. Sidney, qui s'attendait à passer un moment seul entre filles, ne cache pas sa surprise en voyant débarquer cet inconnu en plein milieu de leur rencard. Et encore plus lorsque tous deux lui révèlent qu'ils l'ont choisi pour intégrer leur secte. Elle n'a jamais voulu faire partie de quoi que ce soit, encore moins de ce genre de groupuscule bizarre qui recrute ses membres en les manipulant et qui tourne autour d'orgies sur fond de sorcellerie. Parce que oui, Bailey et Aubry lui dévoilent tout, pensant naïvement qu'elle adhérera à leur idéologie simplement parce qu'elle est en manque d'amour. Sauf que Sidney refuse. Elle les prend pour des fous, menace de raconter ce qu'elle sait. Et ça, le gourou ne peut pas se le permettre. Alors il saisit le câble d'une rallonge électrique, le passe autour de la gorge de sa victime et l'étrangle à mort. C'est un récit qui semble coller un peu plus à la réalité, mais les juges ont du mal à laisser de côté les fantasmes de torture et de meurtre qui semblaient hanter Aubry et Bailey. Pour eux, et pour l'accusation aussi, la vérité se trouve ailleurs. Ils sont convaincus que le couple diabolique avait depuis le départ l'intention de trouver une victime sur laquelle assouvir leurs pulsions criminelles et leurs fantasmes de puissance. Et selon toute vraisemblance, c'est aussi cette théorie que soutiennent à la fois le rapport du médecin légiste, mais aussi les achats d'objets destinés à tuer et découper le corps de Sidney, effectué bien à l'avance en magasin. À la fin de ce procès pour le moins rocambolesque, Aubry Trail n'est toujours pas parvenu à convaincre qui que ce soit. À l'inverse, il est reconnu coupable de tous les chefs d'accusation et condamné à la peine de mort. Le procès de Bailey, qui fait nettement moins d'esclandre, se solde quant à lui avec une condamnation à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Malgré les tentatives des avocats de la jeune femme à plaider sa vulnérabilité mentale due à son enfance difficile. Aubry est à ce jour toujours en attente de son exécution, mais sachez qu'il a refait parler de lui en 2021. Car il est parvenu à extorquer 25 000 $ à une nouvelle victime depuis sa cellule. L'histoire est simple. Une auteure de livres dédiée au true crime, Samantha Al-Rekabi, se passionne à l'époque pour l'affaire Sidney Louf. Elle compte publier un ouvrage à ce sujet et, pour ce faire, décide de s'entretenir avec le meurtrier en personne.
Aubrey Trail. Une fois, deux fois, trois fois. Les lettres se succèdent à une vitesse folle, tant et si bien que l'écrivaine finit par tomber follement amoureuse de l'homme qui est emprisonné. On le rappelle pour avoir entre autres assassiné et découpé en dizaines de morceaux le corps de sa victime. Mais comme l'amour est aveugle, Samantha croit plus que tout à cette relation, et se donne à présent pour mission d'aider son meurtrier de petit ami à mieux vivre son incarcération. Pour ça, elle se rapproche de l'une des infirmières de la prison, et s'arrange pour nouer une très forte relation d'amitié avec elle, tous deux étant des passionnés de true crime. Par gentillesse, et aussi par amitié, l'infirmière commence donc à faire passer divers objets à Aubrey, tels qu'un téléphone portable et du tabac. Mais ce n'est qu'un début, car elle commet l'erreur fatale de se confier au sujet de son conjoint, avec qui elle rencontre des difficultés. Bon, en même temps, qui n'a jamais fait part d'une situation difficile à l'un de ses meilleurs amis? Nul doute que la jeune femme souhaitait seulement obtenir des conseils de la part de l'écrivaine, ou au moins trouver une oreille attentive capable de la réconforter. Sauf que la perche tendue est trop belle pour Aubrey, qui se dépêche de la saisir, et fait savoir à l'infirmière qu'elle n'a plus aucun souci à se faire au sujet de son couple. Il vient d'engager un tueur qui va se débarrasser du mari encombrant d'ici quelques jours. Horrifiée, l'intéressée rétorque qu'elle n'a jamais eu l'intention de le faire assassiner, et qu'il ne s'agissait de toute façon que d'une crise passagère comme peuvent en rencontrer tous les couples. Peut-être, mais le tueur à gages a déjà été payé lui. Et pour annuler la mission, il va falloir verser 25 000 $ en cash. Persuadée qu'elle n'a pas d'autre choix, la victime de l'arnaque se rend dans sa banque en compagnie de Samantha, retire la somme en liquide et la lui confie. Aubrey n'a évidemment jamais engagé qui que ce soit. Avec l'aide de sa nouvelle petite amie, il n'a fait que bluffer et manipuler l'infirmière un peu naïve en vue de lui extorquer de l'argent. Et ça a marché à la perfection, jusqu'à ce qu'un signalement interne à la prison dénonce ce petit manège. En toute logique, l'infirmière a perdu son emploi, et Samantha Al-Rekabi a été arrêtée et inculpée pour vol par extorsion. En décembre 2024, elle a signé un accord avec le procureur selon lequel les charges contre elle seraient abandonnées, en échange de la restitution des biens volés à la victime. Dans ce cas, les 25 000 $. L'écrivaine s'en tire donc en restituant la somme, sans aucune autre poursuite à son encontre. L'histoire ne dit pas si elle est restée en contact avec Aubrey après ça, mais il y a fort à parier que cette mésaventure lui aura servi de leçon. Et moi, ça va, j'ai pas écrit à Aubrey, donc je suis pas tombé amoureux de lui et j'ai pu faire ma vidéo tranquillement. Le meurtre barbare et particulièrement cruel de Sidney Louf est en tout cas loin de tomber dans l'oubli, même si certains désormais parlent plus de cette histoire d'escroquerie hallucinante que de la véritable enquête ayant conduit à la condamnation d'Aubrey Trail et de Bailey Boswell. À la suite de ce crime, l'ONG Set Me Free Project, spécialisée dans la protection des femmes vulnérables, a d'ailleurs tenu à rendre hommage à la jeune femme, notamment en accordant une bourse de 3 000 $ aux étudiants désireux d'approfondir la criminologie et la sécurité en ligne. Voici pour cette terrible affaire criminelle, j'ai pas vraiment les mots pour la décrire pour être honnête. Si vous êtes arrivé jusqu'au bout, écrivez vampire en commentaire. Merci d'être toujours présent sur les vidéos. Si vous avez oublié de vous abonner, n'hésitez pas à le faire, ça m'aide énormément, et à liker la vidéo aussi. Merci de m'avoir regardé, je vous dis à très vite, bye.